RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Amis futurs centenaires, bonjour. Une Française sur deux qui naît aujourd'hui sera centenaire. L'espérance de vie, elle était de 30 ans en 1850 à Paris. Elle est aujourd'hui, vous le savez, d'environ 80 ans. Il y a quelques semaines, un Français a vécu avec un cœur artificiel pendant 74 jours. Il y a quelques jours, une équipe internationale a inventé, créé un chromosome synthétique et l'a intégré dans une cellule humaine. Pour mon invité, Laurent Alexandre, dans un avenir très proche, nous allons vaincre le cancer. Nous allons vaincre toutes les pathologies aujourd'hui incurables. Dans un avenir très proche, on pourra créer ou on pourra réparer des organes. On pourra anticiper nos maladies grâce à notre ADN, c'est-à-dire se soigner préventivement avant même de tomber malade. Oui, pour Laurent Alexandre, la femme ou l'homme qui vivra 200 ou 300 ans est déjà peut-être né. Alors, mesdames, messieurs, je vous pose la question, avez-vous envie de vivre 300 ans ? Bonjour Camille. Bonjour Éric, bonjour à toutes et à tous. Faut-il vivre jusqu'à 300 ans ? C'est la question du jour. Mais j'aimerais que tu y répondes, toi. Est-ce que tu as envie de vivre 300 ans ? Ouais, personnellement, ça me tente bien, ouais. J'aimerais bien. Si j'avais le choix, oui. Oui, moi je vote oui aujourd'hui. Il y a plein de gens, je le sais, à l'avance, qui vont nous dire « Oh non, pourquoi faire ?» Moi, je dis oui. Je dis oui. Tout de suite, hein. Bah bien sûr. Mais alors en revanche, vous qui votez sur rmc.fr, eh bien c'est non. Vous êtes 60% à dire non, on ne veut pas vivre jusqu'à 300 ans, c'est trop. Ouais. Alors allez-y, continuez de voter sur rmc.fr. Vous, je vous laisse à 80, mesdames, messieurs, il n'y a aucun problème, mais moi je prends les 300, hein. On prend. Allez, à tout de suite. RMC, 13h-14h, c'est Carrément Brunet. Le premier bébé qui vivra 1000 ans est déjà né. Messieurs, nous sommes capables de donner naissance au premier homme bioionique. Comme ces drôles de ciseaux à l'échelle moléculaire, capables de couper une partie de notre ADN. Il sera supérieur à ce qu'il était avant l'accident. Le cœur Carmat est électrique et recouvert de tissus biologiques. C'est une bioprothèse qui mime le fonctionnement normal des deux ventricules. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Éric Brunet. Laurent Alexandre, bonjour. Bonjour. Quels sont les arguments que vous pourriez me donner là tout de suite pour asseoir votre idée, hein, l'idée que vous défendez, qu'un bébé français qui naît aujourd'hui vivra beaucoup, mais beaucoup plus longtemps que nous, aura une espérance de vie bien supérieure? Quelqu'un qui naît aujourd'hui n'aura que 86 ans en 2100. Est-ce que vous imaginez ce que sera la puissance des nanobiotechnologies, des technologies médicales en 2100 ? Quelqu'un donc qui naît aujourd'hui va bénéficier de la technologie d'aujourd'hui, mais aussi de celle de 2030, de 2050, de 2070, de 2080, de 2100. En 2100, il aura déjà probablement une espérance de vie de 150 à 180 ans grâce au progrès technologique du XXIe siècle. De quoi atteindre les années 2200. Et en 2200, rebolote, la technologie aura à nouveau fait d'immenses progrès. Et donc de proche en proche, il est possible que les enfants qui naissent aujourd'hui aient effectivement des espérances de vie très longues. On ne peut pas exclure que la première personne qui vivra 1000 ans soit déjà née. On ne peut pas exclure que la première personne qui vivra 1000 ans soit déjà née. Avec la technologie des décennies et des siècles qui viennent, pas avec la technologie de 2014, bien évidemment. Les premiers combats qui vont être remportés sur le plan médical par l'humanité dans les années à venir, selon vous, sans fantasmer, hein. C'est quoi la première victoire? Ça peut être la mort du cancer? Alors, d'abord, des victoires, on en a déjà beaucoup eu. Ouais. Comme vous le savez, l'espérance de vie en France, elle était de 25 ans en 1750 et elle est aujourd'hui de plus de 80 ans. Donc l'espérance de vie a plus que triplé depuis 250 ans. Et notre espérance de vie augmente chaque année de 3 mois. Donc le combat contre la mort, l'euthanasie de la mort, a déjà commencé il y a plus de 2 siècles. Dans les décennies qui viennent, nous allons bien sûr continuer à faire d'immenses progrès dans le domaine génétique, la connaissance de notre ADN, le séquençage se banalise, mais également la modification de notre ADN, hein, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les progrès dans notre capacité à bricoler
bricoler nos chromosomes, à modifier notre ADN sont aujourd'hui spectaculaires. Également les cellules souches, les organes artificiels, les organes électroniques, et le cœur artificiel Karma n'est que le tout début des organes artificiels qui vont se développer dans les décennies qui viennent. Et puis la nanomédecine, c'est-à-dire de microscopiques petits couteaux, petits implants, petits capteurs que nous allons injecter dans notre corps et qui vont réparer nos tissus à partir des années 2030-2040. Donc le programme est considérable. On peut donc considérer, imaginer que effectivement, je le disais tout à l'heure en préambule, on puisse grâce à notre ADN connaître les pathologies dont nous aurons à souffrir dans le futur et donc préventivement déjà les soigner, les anticiper. Nous allons connaître la part génétique de nos prédispositions aux maladies. Le séquençage ADN est en train de se démocratiser, de se banaliser. Le premier séquençage ADN a coûté 3 milliards de dollars. Il a duré 13 ans et il a mobilisé 22 000 chercheurs sur Terre. Aujourd'hui, on séquence complètement l'ADN de quelqu'un pour moins de 1000 dollars en quelques heures et avec pour un coût donc qui est autour de 1000 dollars et qui va tomber bientôt à 100 dollars. Donc nous allons connaître nos prédispositions aux maladies de plus en plus précocement. Nous allons pouvoir modifier notre mode de vie, prendre des traitements préventifs, voire subir des thérapies géniques pour corriger les anomalies génétiques dont nous sommes porteurs et que nous allons connaître précocement. Tous les Français auront leur ADN séquencé dans les 10 prochaines années. Alors, Laurent Alexandre, bien évidemment, ceux qui nous écoutent, qui sont en général des passionnés de politique, aujourd'hui on ne parle pas de politique, ceux qui nous écoutent, je leur soumets cette question, avez-vous envie de vivre jusqu'à 300 ans? Il fallait prendre un chiffre arbitraire, mais c'est celui que vous avancez. Vous avez même parlé de 1000 ans, hein. Vous avez même dit, je répète, hein, peut-être que le bébé qui vivra 1000 ans est né à cette minute-là. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est jusqu'à 300 ans, mais dans quel état? Il est évident que si entre l'âge de 75 ans et l'âge de 300 ans, on est dans la forme d'un octogénaire actuel, c'est moins exaltant que si on est dans la forme d'un cadra, par exemple. La médecine va chercher à faire reculer la mort, mais également le vieillissement. Il est clair que si on doit vivre 500 ans, 50 ans correct et puis 450 ans dans une maison pour personnes âgées dépendantes en étant incontinent, cela ne présente aucun intérêt. Donc il est clair que la médecine dont nous parlons aura pour but de régénérer nos tissus et de nous rajeunir. Cela ne va pas se faire en 5 minutes. Hein. Les technologies dont nous parlons vont être disponibles dans les décennies qui viennent, dans les siècles qui viennent. C'est quelque chose qui va être progressif. Ce qu'on appelle les technologies NBIC, c'est-à-dire N, nanotechnologies, les technologies qui agissent à l'échelle du milliardième de mètre. B, la biotechnologie et notamment la génétique, les cellules souches, I, l'informatique, et puis C, les sciences du cerveau, sont en train de se combiner pour nous donner des outils extraordinaires dans la lutte contre le vieillissement et contre la mort. Et bien évidemment, il ne s'agit pas de vivre plusieurs siècles en étant un vieillard Kagoshima. Mesdames, messieurs, vous prenez cette émission en cours. Vous vous dites peut-être que Laurent Alexandre projette, peut-être qu'il fantasme, peut-être qu'il est illuminé. Vous vous dites peut-être cela. Eh bien, je ne pense pas. Laurent Alexandre, je vous le rappelle, est chirurgien, il est neurobiologiste, il a un des CV les plus impressionnants que j'ai vu dans ce studio quand même. Hein. Il est outre qu'il soit diplômé de médecine, il est diplômé de Sciences Po, d'HEC, de l'ENA, et il est le fondateur de Doctissimo.fr que vous connaissez sûrement. Et puis après tout, mesdames, messieurs, pardon, hein, mais en ce week-end enfin cette veille de week-end où les perspectives météorologiques sont plutôt bonnes, je suis quand même en train de vous donner des bonnes nouvelles. Moi qui suis un râleur et un déclinologue patenté, mince, aujourd'hui je vous donne des bonnes nouvelles. Les perspectives sont bonnes. Peut-être pas pour vous, mais pour vos enfants et vos petits-enfants. Donc c'est quand même réjouissant. Lionel m'appelle de l'Allier. Il a 48 ans. Cher Lionel, bonjour. Oui, bonjour Eric et bonjour à votre invité. Alors moi, est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 300 ans? Ah bah déjà pas du tout. Premièrement. Et deuxièmement, alors là, quand je vous ai écouté tout à l'heure dans votre lancement, là, on est dans un délire absolu cette fois. Pourquoi? Je sais pas où vous les cherchez, Eric Bonnet, vous n'allez pas dormir de la nuit pour les trouver parce que vous trouvez des trucs, c'est hallucinant. Expliquez-moi, pourquoi? On n'arrive pas, à l'heure actuelle, à sauver des enfants de maladies rares qui ont 2 ans, qui ont 5 ans, qui ont 10 ans, qui meurent dans des souffrances atroces, qui sont handicapés. On a des gens qui meurent encore de cancer dans des souffrances absolues et on est en train de parler, on va vivre jusqu'à 300 ans, on fait des évolutions, on évolue. J'ai 48 ans et j'entends des trucs effarants. Ça me tue. Des enfants meurent, sont handicapés dans des états
pas possible. J'ai travaillé des années dans le handicap. J'ai vu des choses infernales et on me dit que ça avance et il y en a toujours. Mais oui, mais Lionel, sous la Révolution française, l'espérance de vie était de 25 ans. Il y avait des enfants qui mouraient. Il y avait beaucoup de souffrances sociales, médicales, dans tous les registres. Et pourtant, en seulement 220 ans, ce qui est rien à l'échelle de l'histoire, on est passé de 25 ans en France d'espérance de vie à 80 ans. Donc, bien sûr, la souffrance continue toujours, mais on parle pas tout à fait de la même chose. Il y aura toujours, dans un grand pays, des gens qui seront dans la souffrance sociale, humaine, médicale, bien sûr. Mais ça n'empêche pas pour autant d'anticiper les évolutions médicales de l'avenir. Non, attendez, Laurent Alexandre. Non, mais vous avez raison. Il reste beaucoup de souffrances, beaucoup de maladies orphelines. Sur les maladies orphelines, on va probablement maintenant, dans les 15 années qui viennent, faire d'énormes progrès grâce à la thérapie génique. D'ailleurs, votre autre invité, le professeur Tambourin, est un grand spécialiste du sujet. Donc, des souffrances, il y en a beaucoup. Il ne s'agit pas de dire que nous allons euthanasier la mort demain matin. Les technologies dont nous parlons vont s'imposer dans les décennies, dans les siècles qui viennent. Il s'agit de quelque chose à long terme. Il va rester des souffrances. On ne va pas guérir toutes les maladies orphelines et tous les cancers demain matin. C'est un processus progressif. Ce que je veux dire, c'est que la technologie progresse aujourd'hui tellement vite que nous avons comme perspective de pouvoir traiter beaucoup des maladies affreuses qui restent encore, comme nous en avons beaucoup traité dans le passé, et que nous avons la perspective d'avoir une forte augmentation de l'espérance de vie. Je n'ai absolument pas dit qu'il n'y a plus de souffrance, qu'il n'y a plus de maladie et que nous avons tout traité, bien au contraire. Est-ce que justement dans une société qui sera pas forcément aussi sophistiquée, évoluée que les sociétés occidentales, est-ce qu'on peut pas imaginer que ces progrès qu'on est en train d'évoquer depuis le début de l'émission finissent par s'adresser aux gens les plus riches, par exemple? Alors vous savez, on a longtemps dit ça du téléphone portable et de l'électronique. Il y a 20 ans, on disait que le téléphone portable, il y aurait 5000 possesseurs de téléphones portables en Europe. Les milliardaires, les premiers ministres et les présidents. Tout le monde a le téléphone portable. Même dans les pays anciennement sous-développés, tout le monde a le téléphone portable. 93% des Marocains ont le téléphone portable. Et en Afrique noire, le téléphone portable explose. Et même les personnes âgées en France qui disent « Mon Dieu, que c'est vulgaire, j'en veux pas, c'est nul, les gens répondent dans le train. » Donc en réalité, ces technologies dont nous parlons, les technologies NBIC, les nanobiotechnologies, elles ont une caractéristique, c'est que leur coût baisse beaucoup avec le temps. Et donc, il est probable que les technologies d'allongement de la vie vont se démocratiser, pas forcément tout de suite, mais dans les décennies qui viennent. Et moi, je ne suis pas pessimiste. Il pourra y avoir des inégalités au départ, mais à long terme, je pense que ces technologies ne coûteront pas très cher, parce que on le voit bien dans le cas du séquençage ADN. Le prix du séquençage ADN, il a été divisé par 3 millions. Le coût des thérapeutiques qui vont permettre de traiter les maladies orphelines en faisant des manipulations génétiques, les enzymes qu'ils permettent et qu'on appelle les nucléases, ont vu leur prix divisé par 1000 en 8 ans. Donc finalement, il est probable que la médecine anti-âge sera dans le futur assez démocratique. Moi, Lionel, j'ai la conviction qu'on n'est pas en opposition finalement. Vous dites c'est vrai, il y a des bébés qu'on n'arrive pas à soigner et qui meurent, des nourrissons. Oui, vous avez raison. Il y a un décalage entre notre propos de maintenant et puis celui de la. Oui, mais c'est vrai, de la souffrance. Non, mais je suis d'accord avec vous, Eric. Simplement pour finir rapidement. C'est que je pense qu'il y aura un autre phénomène, il est sociétal cette fois, c'est que les professeurs émérites, il faudra qu'ils trouvent vite un vaccin pour nos hommes politiques, pour qu'ils aillent plus vite dans leurs décisions, puisque à la vitesse qu'on va, déjà qu'on se plaint que les gens vivent trop vieux, qu'on n'arrive pas à payer les retraites, là on est très mal du coup. Oui, c'est vrai. Mais il y a Matteo Renzi, l'Italien, le nouveau président du Conseil, de gauche, qui va très vite. Lui, on va peut-être lui. Il a été vacciné peut-être. Lui, il a été. Les Italiens ont le vaccin de la rapidité dans l'action publique. Les Italiens ont le vaccin. C'est une bonne information. Bonne journée, Lionel. Bonne journée. Bonne journée, Eric. Au revoir. Au revoir. Je voudrais qu'on écoute Philippe Gosselin, qui est parlementaire, qui est député de la Manche, député UMP. Bonjour. Bonjour. Vous vous êtes insurgé contre la proposition de loi relative à la bioéthique qui autoriserait la recherche, notamment sur l'embryon, les cellules souches embryonnaires, etc. Et qu'est-ce que vous pensez du début de l'émission là, du livre de La mort de Laurent Alexandre, et puis de cette idée que grâce à l'évolution aujourd'hui de la médecine, eh bien peut-être que l'enfant qui vivra plusieurs siècles est déjà né quelque part sur la planète.
Écoutez, d'abord, livre très 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 intéressant, bon, qui revisite, décortique un mythe plutôt ancien. Hein. C'est Sisyphe qui emprisonne la mort, c'est le mythe de Faust, etc. Donc c'est toujours une quête, et on le retrouve aussi dans beaucoup de religions, cette quête de l'immortalité. Bon, maintenant qu'on pourrait peut-être toucher du doigt cette possibilité, il y a quand même de vraies questions qui se posent. C'est le sens d'ailleurs qu'on peut donner à la vie. Beaucoup de questions éthiques. Vivre pourquoi? Vivre pour qui? Vivre avec qui, dans quelles conditions, parce qu'il y a des conditions matérielles bien évidemment, il faut vivre en mangeant, en se logeant, mais il faut vivre aussi en étant bien dans sa tête, donc ça suppose des occupations qui financent, qui travaillent, donc au-delà et l'accès aux soins, l'accès aux soins pendant un millénaire aussi, l'accès aux soins, vous imaginez l'accès aux soins, donc ça pose aussi la question d'une surpopulation de notre planète, peut-être la question aussi de la fin de la reproduction, parce que si on se survit à nous-mêmes, est-ce que le besoin vital de reproduction de l'espèce humaine s'envisage de la même façon? Est-ce qu'on se contente d'avoir les mêmes têtes pendant 300 ans? Bon, voilà, ça pose de vraies questions éthiques, philosophiques, et aussi, vaille que vaille, très 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 concrètes, très très précises, qui forcément, à un moment ou à un autre, interpellent le politique, qui devra fixer aussi un cadre à tout cela. Laurent Alexandre, est-ce que par exemple, tiens, les églises, après la publication de votre livre La mort de la mort, est-ce que les églises, et les catholiques, des protestants, des juifs, des musulmans, vous ont appelé pour vous dire, attendez, monsieur, c'est scandaleux, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Bien sûr, mais les religions posent par rapport aux nanobiotechnologies de vraies questions. Quel prix allons-nous payer pour moins souffrir, moins vieillir et moins mourir? Allons-nous accepter des modifications biologiques majeures, comme les dirigeants de Google le proposent maintenant, puisque les dirigeants de Google ont la semaine dernière annoncé qu'ils envisageaient... Ça, c'est fabuleux. Qu'ils envisageaient qu'on ait des capteurs à l'intérieur de notre cerveau pour augmenter notre capacité cérébrale et pour nous permettre notamment d'être connectés à Google. Jusqu'où dans le futur? Ça s'appelle Calico, donc Larry Page, le PDG de Google, a annoncé l'arrivée d'une nouvelle entreprise, Calico. Le but, c'est de se pencher à long terme sur les questions de santé, notamment celle de l'allongement de la vie, c'est bien Google, hein, et qui veut mettre un petit peu toute cette énergie pensante informatique au service de la mort de la mort. Au service de la mort de la mort et de l'humain et du bio. L'objectif de Google est d'augmenter déjà notre espérance de vie de 20 années d'ici 2035, ce qui est un saut absolument considérable. Et donc, on voit qu'un certain nombre d'acteurs ont une stratégie très agressive dans la lutte contre le vieillissement, et la Californie en général et en particulier Google sont à la pointe du combat contre la mort et contre le vieillissement. Mais les questions auxquelles il faut aussi que nous réfléchissions, c'est jusqu'où sommes-nous prêts à accepter des modifications de notre nature biologique et génétique pour vivre plus longtemps? Ces questions éthiques, elles doivent se poser. Malheureusement, en France, il n'y a quasiment pas de débat sur ces sujets-là, car nous sommes tournés vers le passé. On s'intéresse davantage à Florange et Petroplus qu'aux nanobiotechnologies. On s'intéresse davantage au passé qu'au futur. C'est la raison pour laquelle la France est très largement larguée dans ces technologies-là. Bien sûr, il y a des gens qui ont fait beaucoup et qui connaissent très bien ça, comme Pierre Tambourin. Mais globalement, nous sommes aujourd'hui largués. Nous n'investissons pas suffisamment dans les technologies du futur. Nous ne faisons que défendre les canards boiteux et les industries du passé. Carmat, c'est un business français pourtant. Carmat est une heureuse exception. C'est une aventure extraordinaire qui a été développée avec toute l'énergie de Philippe Pouletti, qui est l'homme qui a développé Carmat et qui a fait de Carmat l'entreprise puissante que nous connaissons aujourd'hui. Donc nous avons quelques petites pépites et des gens tout à fait bien formés à ces sujets-là, mais dans l'ensemble, l'investissement que fait le pays, la réflexion que mène le pays sur ces technologies-là est tout à fait insuffisante par rapport à l'importance des enjeux économiques, mais aussi éthiques et politiques. Il y a quand même, Philippe Gosselin, même aux États-Unis, je regardais un sondage, nous dit que 60% des Américains ne veulent pas vivre au-delà de 90 ans, 30% ne veulent pas vivre au-delà de
80 ans, mais j'imagine que non, mais dans l'état actuel, dans l'état où est quelqu'un de 100 ans aujourd'hui. Tout dépend dans quelles conditions les gens pourraient vivre. Qu'est-ce qu'on fait de ces années de vie supplémentaires? Comment éventuellement réorganise-t-on la société? Et puis il y a une question fondamentale, l'homme change-t-il de nature dans ces conditions? Il va changer de nature. Simplement de réparer, mais éventuellement d'augmenter, donc d'avoir éventuellement par rapport au modèle actuel un surhomme. C'est clair que le cadre philosophique, éthique et juridique, comme économique du reste, n'est aujourd'hui absolument pas adapté. Donc on commence à se poser ces questions. On voit bien un certain nombre d'ouvrages qui apparaissent. Ceci étant, c'est aussi passionnant, vraiment émoustillant. Et je crois qu'on aurait tort d'un côté de classer les gens comme des bioconservateurs et de l'autre des bioprogressistes. Les choses seront en réalité beaucoup plus complexes que ça. Et c'est aussi un champ énorme qui s'ouvre à nous. Merci Philippe Gosselin, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée, Philippe Gosselin. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Philippe Gosselin, député UMP de la Manche. Un truc que j'aime bien là, dans ce que nous dit Laurent Alexandre, c'est que quand même, encore une fois, la France se préoccupe beaucoup de morale. Attention, oui, il faut encadrer cette évolution de la médecine, d'accord. Bon, faut l'encadrer, mais à force de l'encadrer, en France, on l'encadre tellement qu'on regarde vers le passé, voilà. Et pendant ce temps-là, Google galope dans ces technologies-là et sur ces sujets-là. Et demain, nous importerons les technologies que Google aura développées. Bon, Camille, comment on est à la moitié de l'émission à peu près? Comment est-ce que ça vote? Alors déjà, je voudrais vraiment dire que ce sujet vous fait énormément réagir puisque je reçois des messages en rafale. Alors allez-y, continuez de nous envoyer vos idées, vos réflexions. Pour l'instant, Eric, vous ne voulez pas vivre jusqu'à 300 ans. Vous êtes une majorité, 65% à dire non. Il ne faut pas vivre jusqu'à 300 ans, voilà. Mesdames, messieurs, l'heure est grave. Vis-à-vis de mon invité, vous pouvez pas me faire ça. Je défends aujourd'hui le parti pris des modernes, mesdames, messieurs, de la conquête scientifique et médicale, de l'avenir de vos enfants et de vos petits-enfants, quand même, zut. Alors que vous soyez chez votre amant, chez votre maîtresse, en pause déjeuner, que vous soyez déjà en week-end, en retraite, puisque maintenant on part à la retraite assez tôt encore. J'ai vu qu'en la RATP, on est toujours sur des moyennes de 53 ans. Donc vous êtes peut-être un jeune retraité. Prenez un écran d'ordinateur, allez sur rmc.fr, c'est gratuit et votez de grâce. Pour l'instant, vous êtes 2/3 à pas vouloir vivre plus vieux. Eh ben, pardon, moi je trouve que ça manque d'ambition tout ça, mesdames, messieurs. À tout de suite. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet. RMC, 13h-14h, c'est carrément Brunet. Le corps maintenu en vie 200, 300 ans, voire 1000 ans, la science y travaille, mais les humains, eux, en ont-ils envie? Vivre 1000 ans, c'est comme vivre dans l'éternité. Je suis venu au monde en 1518 dans le village de Glenfinnan sur les rives de l'Orgie et je suis immortel. 100 ans, ça me paraît déjà une très très longue vie. On risque de s'ennuyer, on risque de tourner en rond. C'est dire qu'on ne pourra jamais mourir, ça enlève toute la motivation qu'on a de vivre, je trouve. Éric Brunet. Laurent Alexandre est mon invité. D'ailleurs, votre talk sur YouTube, Laurent Alexandre, vous avez une petite explication en 10 minutes de votre théorie, à peu près 10-12 minutes, qui a été vue 1 million de fois quand même, votre petite conférence avec les tableaux, etc. C'est extraordinaire. Laurent Alexandre donc défend l'idée que le premier bébé qui vivra des siècles et peut-être même un millénaire est peut-être né. Et nous ne le savons pas. Alors, mesdames, messieurs, je reçois un message quelque peu taquin de Thierry Lepillet qui me dit... il est marrant, Éric Brunet. Et si jamais Hollande vit 3000 ans, on fait comment? Oh, il est taquin, c'est Thierry. Pierre Tambourin est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Le professeur Pierre Tambourin. Oui. Vous êtes directeur général de Génopole, un campus qui rassemble plus de 20 laboratoires publics de recherche, près de 80 entreprises de biotechnologie privées, un hôpital et l'université d'Évry. Voilà, vous êtes ingénieur, vous êtes ancien élève de Polytechnique. Tout ça est extrêmement exaltant pour nous qui ne sommes pas des scientifiques, Pierre Tambourin. Mais il y a quand même un truc, moi, que je retiens, c'est que la France, quand même, cherche et invente un peu moins que jadis. Et en revanche, il y a un domaine d'expertise où, alors là, elle est vraiment très présente. C'est pour inventer des barrières morales. Ça, on est très très fort là-dessus pour dire attention, inventer, créer, imaginer l'avenir, faire progresser la médecine, d'accord. Mais surtout, attention, pas dans n'importe quel contexte. Alors là, on est très bon, c'est plutôt louable d'être bon dans l'éthique, mais il faudrait aussi quand même qu'on néglige pas pour autant la recherche, quoi, Pierre Tambourin. Absolument, oui. Alors tout d'abord, avant de répondre
très précisément à votre question, je voudrais dire que j'ai une grande estime pour Laurent Alexandre. C'est un homme sérieux, intelligent, compétent, et que ce qu'il nous dit n'est pas... L'important dans ce qu'il nous dit n'est pas tellement de savoir si nous allons vivre 1000 ans ou 300 ans, mais c'est de nous conduire à nous interroger sur une évolution, une vision du monde qu'il défend et que je partage. C'est clair que les progrès de la médecine, de tout ce qu'il a évoqué, sont en cours et vont se développer rapidement. Et donc, il est important que nous nous posions des questions. Dans un domaine, pour répondre à un de vos auditeurs tout à l'heure, qui se posait la question de savoir est-ce que tout ça a un sens alors qu'on ne traite pas les maladies génétiques rares, je peux vous dire clairement que dans moins de 20 ans, la plupart des maladies génétiques rares seront traitées. Je peux même vous dire que dans moins de 20 ans, il est probable que de nombreux cancers seront également traités. Ceci est inscrit dans le parcours actuel de la médecine. Alors pour revenir à votre question, c'est vrai que la France s'honore parfois, ou en tout cas se caractérise dans le monde par un débat ou une absence de débat éthique, d'ailleurs une espèce d'obscurantisme moderne autour des OGM, autour du débat sur l'embryon, qui nous fait perdre beaucoup de temps et qui d'ailleurs nous rend dépendants de tous ceux que l'on combat par ailleurs dans ce fameux débat. Sur les OGM, c'est très typique. Il n'y a plus de recherche en France sur les OGM. Il n'y a plus de recherche en France, même dans le domaine public, sur ces questions d'embryons, parce que ceci a été interdit longuement. Et c'est clair que pendant ce temps-là, d'autres pays progressent et que nous sommes pénalisés par ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut laisser faire n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Il faut qu'on s'interroge et que le sache dans notre pays, où il y a des champions du monde aussi dans ces domaines, dans le domaine de la thérapie génique dont Laurent Alexandre parlait tout à l'heure, nous sommes très bons, nous sommes même peut-être probablement le leader mondial, mais dans d'autres domaines, nous sommes très en retard du fait d'une absence de débat intelligent. Dans ce pays qui se glorifie d'avoir été le siècle des Lumières, d'avoir eu le siècle des Lumières, nous ne sommes plus capables de débattre intelligemment de ces questions, certes difficiles, mais essentielles. Alors, vous savez, moi qui suis passionné par l'opinion, je prends la mesure en vous écoutant d'une chose, c'est que les scientifiques, les vrais, on les entend assez peu. D'ailleurs, moi je suis très étonné, parce qu'aujourd'hui, vous devez me trouver bien naïf et bien mièvre, parce que je suis presque étonné par le discours que vous tenez, et vous, et Laurent Alexandre, alors qu'en fait, pour vous, tout ça relève d'une évidence absolue, que dans 20 ans, certaines maladies orphelines, la plupart des cancers seront traités, etc. Donc, et donc, en revanche, on entend toujours des chronobiologistes qui viennent nous expliquer que les enfants s'y terminent à 16 heures. C'est un peu les sciences molles, quoi. Vous savez, moi qui étais très mauvais en maths, Pierre Tambourin, j'avais 18 ou 19 ans, j'avais pris mon parti, je savais que j'allais être terrassier, n'est-ce pas? Et puis un jour, j'ai vu des psychosociologues venir à l'école et pontifier, et là je me suis dit que j'étais peut-être sauvé. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les médias font une place d'honneur à un certain nombre de gens dont on peut s'interroger sur la légitimité scientifique, mais qui sont les sciences molles, quoi, les sciences humaines. Et en revanche, les vrais chercheurs comme vous, on les entend pas. Parce que moi, cette émission d'aujourd'hui, elle est majeure dans ma petite trajectoire d'animateur. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si elle est majeure dans votre trajectoire d'animateur. On apprend des trucs importants. Par rapport... Je répète. Vous venez de me dire que mes enfants vont peut-être vivre 100 ans, 120 ans, 150 ans. Merci pour l'info. Mais ils sont tout petits, mes enfants. Ils ont 7, 8, 9 ans. Non, ça c'est probable. 1000 ans, je ne suis pas sûr, mais en tout cas, un âge très au-delà de ce qu'on a connu jusqu'à maintenant, ça c'est absolument certain. Pour peu qu'évidemment, ils soient épargnés de graves maladies que nous ne serons pas forcément toutes traitées d'ici là. Ça c'est évident. C'est ce que je n'espère pas pour vous, évidemment. Non, mais sur la question des scientifiques, vous êtes mauvais. Il faut venir plus souvent dans les médias. On est mauvais parce que le scientifique et ce discours, c'est dans ce domaine que Alexandre tranche. Lui a le courage d'affirmer. Il sait très bien que lorsqu'il dit un enfant qui naît aujourd'hui vivra 1000 ans, il n'est pas sûr de cela. Il le dit d'ailleurs qu'il n'est pas sûr de cela. Mais au moins il le dit avec force et conviction, ce qui entraîne le débat. Alors que beaucoup de chercheurs sont dans l'ambiance de la prudence dans le discours. Axel Kahn était beaucoup plus aussi tranché dans ses avis et il était dans les médias, je crois, un très bon avocat de ces causes-là. Et il est clair que la plupart des scientifiques sont sur la retenue parce que leur connaissance n'est pas suffisamment développée pour pouvoir affirmer de telles choses, et par conséquent, face à des José Bové ou face à des personnages qui, eux, ont des avis tranchés, surtout, et souvent inexacts, ou profondément scientifiquement inexacts, évidemment, nous sommes en situation de défavorable. Là, vous faites une émission dans laquelle, clairement, vous
vous prenez parti, ce qui nous met dans une situation plus facile. Cette découverte, d'abord, d'accord, Laurent Alexandre, avec ce que dit le professeur Pierre Tambourin. Je suis toujours d'accord avec ce que dit Pierre. Il faut se rappeler que Pierre Tambourin a été un grand précurseur dans le domaine de la génétique. Il a structuré beaucoup de choses en génétique. Il a eu, il y a 20 ans, une vision de ce que la génétique allait devenir. Il a beaucoup œuvré pour faire en sorte que la France reste dans le pelon de tête en matière génétique. Malheureusement, il n'a pas eu les moyens qu'auraient eu ses équivalents aux États-Unis, et il n'a pas pu faire tout ce qu'il aurait pu faire parce que il n'y a pas assez d'argent pour le type de recherche que Pierre Tambourin a structuré. Mais il a raison quand il vous rend hommage sur un point, quand même, Pierre Tambourin, c'est que heureusement que vous êtes arrivé quand même, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le monde médiatique est occupé par des soi-disant experts, j'en fais un peu partie, on en fait tous un peu partie, qui sont des experts, qui sont des sociologues, etc., qui ont un avis surtout, qui donnent des faux résultats sur les élections présidentielles, qui se gourent dans les sondages, mais ils ont des jolies cravates et des beaux costards, etc. Mais les vrais chercheurs sur les sciences dures, quoi, les disciplines dures, les sciences, la physique, les mathématiques, la médecine, ils sont taiseux, on les entend pas. Il est clair que les biotechnologies sont en train d'exploser, les technologies NBIC sont en train d'exploser. Nous sommes à un moment absolument essentiel de l'humanité où des choses extraordinaires sur le plan scientifique vont arriver. Il faut absolument que les scientifiques reprennent la parole. On ne peut pas laisser le monopole de la parole aux technophobes, aux gens qui sont tournés vers le passé. Il est clair qu'il faut préparer le futur. Le futur arrive extrêmement vite. Il faut, pour les malades, mais aussi pour la société, pour l'économie française, qu'on s'intéresse à ces technologies-là et qu'on prépare des évolutions technologiques qui sont de véritables tsunamis et qu'aujourd'hui, nous ne prenons pas en considération suffisamment. Je vais illustrer mon propos. Tiens, parce que là, vous dites peut-être, vous m'écoutez là sur RMC, mesdames, messieurs, vous dites mais où est-ce qu'il veut nous amener, Brunner, nous expliquant qu'on entend des sociologues et des spécialistes de sondage et jamais de scientifiques à la télé ou à la radio. Tiens, exemple, première mondiale, il y a quelques jours, une équipe internationale a pour la première fois réinventé un chromosome entièrement synthétique et l'a intégré dans une cellule eucaryote, c'est-à-dire une de ces cellules qui nous constituent. Bon, moi j'ai vu l'info, personne me l'a expliqué, personne me l'a décodé, personne me l'a décrypté. Est-ce que c'est important ? C'est une information absolument cruciale. Nous faisons des progrès considérables dans ce qu'on appelle l'ingénierie de l'ADN, c'est-à-dire l'édition de l'ADN, la modification de l'ADN, et ce sont ces technologies-là qui vont permettre de guérir une partie des cancers grâce à la modification de nos globules blancs génétiquement, et puis qui vont traiter les maladies orphelines, comme Pierre Tambourin l'a dit. Il est effectivement probable qu'avec ces technologies-là, les maladies orphelines, comme la myopathie, la mucoviscidose, seront guéries dans les 15 à 20 prochaines années. Pierre Tambourin a vraiment raison de dire ça. Pierre Tambourin, vous avez parlé du côté un peu rétro, c'est-à-dire rétroviseur, tourné vers le passé de la société française. Moi, j'ai un souvenir d'Axel Kahn, il y a plus de 10 ans, qui m'avait demandé dans une émission sur France 3, qui m'avait dit « Soyez sympa, ne m'interrogez pas sur les OGM, c'est trop passionnel. » J'ai failli, il m'avait parlé de menaces, etc. Donc, c'était lourd, non, entendre qu'un scientifique ne pouvait pas s'exprimer sur le sujet. C'est toujours vrai et c'est un des gros défauts de la société française. Au fond, la France, parmi les pays développés, est un pays dans lequel les sciences du vivant restent ignorées pour la plupart de la plupart des décideurs. Alors que les États-Unis se sont mobilisés dans ces domaines depuis 50 ans, que l'Europe du Nord s'est mobilisée dans ces domaines depuis 50 ans également, que la Chine aujourd'hui est en train de faire des efforts gigantesques dans ces domaines en disposant de moyens considérables, que le Brésil, l'Inde sont en train de se mobiliser, la France reste en retrait par rapport dans ce domaine particulier. Nous sommes très bons par ailleurs dans d'autres domaines, par exemple les transports, l'aviation, etc. Mais dans ce domaine spécifique des sciences du vivant et du médical, celle dont parle Laurent Alexandre, nous restons en retrait par rapport à la plupart des pays, en raison de ce que vous évoquez, c'est-à-dire la place d'un débat éthique, d'un faux débat éthique, parce que le débat éthique, moi je le défends, mais là nous sommes dans un faux débat éthique dans lequel on s'empare d'une découverte pour en faire un procès en diablerie. Barack Obama a nommé Francis Collins, le généticien, à la tête de la recherche médicale américaine. Que je connais bien. Alors là, il mise tout sur ces technologies. C'est sûr. Les États-Unis sont en tête sur le sujet. Oui. Ah oui, complètement, oui. C'est complètement. C'est clair. Et ça fait 40 ans que les États-Unis
mettent dans la recherche biomédicale, celle dont parle Laurent Alexandre, en gros par tête d'habitant de l'ordre de 3 à 4 fois ce que nous mettons dans notre pays. Donc, ce qui est miraculeux dans notre pays, grâce au Téléthon, grâce à la générosité d'un certain nombre de Français, c'est qu'au fond, nous arrivions encore à tenir le coup face à toute cette évolution. Mais ça, il y a un moment où il y aura une rupture dans l'autre sens, ça c'est clair. Merci beaucoup, professeur Pierre Tambourin. Bonne journée à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Voilà. Mesdames, messieurs les journalistes qui m'écoutaient, sortez les scientifiques un peu plus souvent que pour le Téléthon. Voilà. C'est sympa de voir un chercheur pour le Téléthon, mais enfin vous avez compris que la parole se libère dès lors qu'on réfléchit aux grands enjeux de l'avenir, et leur parlez pas sans arrêt d'éthique. C'est important l'éthique, mais il n'y a pas que ça. Ce qui est exaltant, c'est la vraie recherche, c'est les vrais progrès. On est en train de parler du fait que vos enfants vivront 150 ans. Vous imaginez vos enfants? Enfin, c'est quand même vos petits-enfants, ceux qui naissent en ce moment. C'est ça qui est bon. C'est bien de faire des débats sur l'éthique. Hein. C'est formidable de se dire, ah ouais, 150 ans, comment on va leur donner à bouffer? C'est bien, mais franchement, réfléchissons aux enjeux scientifiques. Camille, comment est-ce que ça vote, s'il te plaît? Eh bien, figure-toi qu'on est à 50-50 pile poil. Alors, si je prends vos votes sur rmc.fr, si je prends vos votes par SMS au 6 10 71, j'ai fait une petite moyenne avec mon tableau Excel. 50-50. Faut-il vivre jusqu'à 300 ans? Vous êtes sceptique. 50-50. En tout cas, docteur Laurent Alexandre, vous avez quand même gratté quelques petits points. La tendance peut vraiment s'inverser. Allez-y, vous avez jusqu'à 14h pour voter sur rmc.fr. C'est très très serré, comme je viens de vous le dire. 50-50, allez-y. J'ai un petit message de Stéphanie. Je donne pas son nom de famille parce que Stéphanie, elle me dit vivre jusqu'à 300 ans. Pourquoi pas? Je suis favorable à cette idée, mais à 2 conditions. D'abord, 1, être en pleine forme, et ensuite, autoriser l'adultère. Allez, on retrouve Bertrand dans une petite seconde. RMC, Carrément Brunet. N'oubliez pas, RMC s'écoute aussi sur le câble et le satellite. Allez, les messages, Camille. Alors, Panda nous écrit sur rmc.fr. Bravo Eric pour une émission qui voit loin dans le temps. Un peu de science-fiction, cela ne fait pas de mal. Alors, bien sûr que l'on va dépasser les 150 ans très prochainement. Pour les 300 ans, je suis plutôt sceptique. De toute façon, c'est beaucoup trop tôt pour augmenter énormément la durée de vie de l'espèce humaine. Il faut que l'on arrive au niveau planétaire, à savoir combien notre Terre pourra nourrir d'humains dans de bonnes conditions. Et Nicolas nous dit... Où est-ce qu'on signe? Je veux vivre 300 ans, même 500, même 600 ans. Quand je vois en 30 ans les progrès de la technologie, de l'aviation, de l'automobile, de la médecine, oui, je suis curieux de voir, de connaître les évolutions futures, connaître l'avenir de l'homme, connaître ce que nous réservent nos explorations dans l'espace et des planètes. Je suis curieux de nature. Pour moi, ce serait le rêve de pouvoir vivre l'histoire de l'homme. Ah ben il est bien, lui. Il est pas technophobe, il est pas décroissant. C'est bien. Il signe quoi. Il signe. Pour une vie 600 ans. Valdemar lui nous écrit aussi sur rmc.fr. Sauf que les gens ne seront pas tous égaux devant cela. Si cela pouvait être réalisable, ce qui reste à voir, c'est encore une nouvelle source de profit pour les labos et que seuls les gens très aisés pourront se payer. La médecine est déjà à 2 vitesses à l'heure actuelle et cela ne va pas en s'améliorant. C'est un problème qu'on a évoqué tout à l'heure, mais c'est pas faux non plus, hein, ce que vient de dire Valdemar. Un autre Nicolas lui nous écrit sur Facebook, chef d'entreprise, amoureux de la vie, je plains les syndicalistes braqués sur l'âge de la retraite. La retraite à 250 ans, c'est pour quand? Et puis Kevin nous dit, lutter contre la mort, c'est lutter contre la vie. Nous sommes voués à la mort, c'est notre essence. C'est ce qui fait que la vie est quelque chose de beau. Il faut en profiter, nous dit Kevin. Et Françoise, elle nous dit, moi je suis d'accord avec Eric, car si on est en bonne santé, pourquoi pas? Ce serait juste un rêve et je serais contente pour mes petits-enfants. Bisous à toute l'équipe, nous dit Françoise. Allez-y, vous continuez de voter. Hein. Faut-il vivre jusqu'à 300 ans? rmc.fr et oui ou non au 6 10 71. Appelez RMC au 32 16, 34 centimes la minute, plus coût éventuel selon opérateur. Réagissez en direct sur RMC, c'est Carrément Brunet, Éric Brunet. Je suis avec mon invité Laurent Alexandre. La question que je vous pose, mesdames, messieurs, Laurent Alexandre a publié La mort de la mort chez Jean-Claude Lattès. La question que je vous pose, c'est avez-vous envie de vivre, vous, jusqu'à 300 ans, puisque cette perspective s'ouvre à nous, ou en tout cas aux générations qui suivent. Bertrand m'appelle des Alpes-Maritimes. Il a 36 ans, Bertrand. Bonjour Bertrand. Bonjour. Bon Bertrand, d'abord, bon anniversaire, parce que Camille vient de me dire que c'est votre anniversaire. Ah, ça c'est gentil. Vous passez de 35 à 36 ?
C'est ça. Je tiens à vous dire une chose fondamentale, Bertrand, fondamentale. Écoutez-moi bien. Pour votre anniversaire, tout le monde va vous chanter Happy Birthday ou la version française de Happy Birthday, bon anniversaire, comme on vient de l'entendre. Le vrai chant d'anniversaire français, c'est pas ça du tout. C'est bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Oui, vous le connaissez celui-là. C'est celui-là qu'il faut chanter dans les anniversaires parce que ce charmant petit chant est en train de disparaître. C'est ça le vrai truc français. Le reste, c'est une traduction anglo-saxonne de Happy Birthday. Bon, Bertrand, sérieux, est-ce que vous avez envie de vivre jusqu'à 300 ans? Mais enfin, mon pauvre Eric, je vous ai entendu tout à l'heure dire que vous souhaitiez vivre jusqu'à 300 ans, mais vous perdez la tête. Pourquoi? Enfin, voyons, on va s'en péter pendant au moins 215 ans. Vous croyez, moi, ça m'angoisse presque d'avoir... Mais 300 ans à aimer, à déguster de bonnes huîtres de Pratarkoum, à 300 ans à faire l'amour, à lire de bons livres. Oui, peut-être, mais si on vit dans les mêmes conditions, en pleine possession de ses moyens, à 35, 40, très bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour les retraites? Je veux dire, déjà qu'on a des difficultés aujourd'hui, je pense que tout le monde vous l'a dit. Il faut quoi? 12 milliards d'habitants, il faut un système de retraite peut-être mondialisé pour faire survivre tous ces gens, je sais pas. Je vois pas trop et je trouve que c'est un petit peu repousser l'âge de la mort en permanence comme ça, je trouve ça presque dangereux. Docteur Laurent Alexandre, c'est vrai que c'est l'argument quand votre bouquin est sorti, qu'on a dû vous ressortir 500 fois, les sujets sociaux, les conséquences de tout cela. Je sais, c'est pas forcément votre sujet, mais... Attendez. Est-ce que la société a été traumatisée par le passage de l'espérance de vie de 25 ans à 80 ans? Non, on s'y est très bien fait. Et on se fera très bien à l'augmentation de l'espérance de vie dans le futur. Évidemment que la retraite ne sera plus à 60 ans et qu'on ne va pas pouvoir s'arc-bouter sur ces principes sociaux d'une époque où on mourait beaucoup plus tôt. Mais la société va s'adapter à cette évolution-là. Globalement, les gens n'ont pas envie de vivre 300 ans parce que ça leur semble impossible. Il y avait eu un sondage fin 1994, où on avait demandé aux Français s'ils voulaient une connexion Internet. 99,5% des Français disaient qu'ils ne voudraient jamais de connexion Internet. Or, tous les Français ont Internet. Donc, le fait que les gens, aujourd'hui, ne veulent pas vivre plus longtemps est lié au fait qu'ils n'ont pas conscience du fait que la technologie va le permettre. Ils redoutent la sénilité. Et qu'ils redoutent la sénilité. Pour redire ce qu'on a dit tout à l'heure, il est clair qu'il ne s'agit pas de passer quelques siècles dans une maison pour personnes âgées dépendantes avec des gentilles jeunes filles qui vous changent votre couche 3 fois par jour. Il est clair que ce n'est pas ce que la médecine anti-âge va chercher à faire dans les décennies qui viennent. La médecine anti-âge, elle renouvelle le tissu, les cellules finalement. Elle va chercher à régénérer les tissus, à remplacer les organes quand ils sont malades, et puis... mais à plus long terme, par des modifications génétiques, à changer l'organisation de nos cellules pour les rendre plus résistantes et plus durables. Vous imaginez, Bertrand, la manifestation de l'intersyndicale sur les retraites avec la CGT qui dit non à la retraite à 130 ans. Moi, je serais mort de rire. J'adorerais ça. Ce serait un coup de pied derrière des syndicats. Ce serait absolument merveilleux. Bon, Bertrand, il est programmé. Il a 36 ans aujourd'hui. Il est programmé pour vivre combien de temps, ce Laurent Alexandre? Les progrès les plus importants, ils vont avoir lieu à la fin du 21e siècle, probablement. Donc, les gens de mon âge ne vont pas vivre, moi j'ai 54 ans, ils ne vont pas vivre beaucoup plus longtemps qu'aujourd'hui. En revanche, les gens qui naissent aujourd'hui et qui effectivement n'auront que 85 ou 86 ans au début du prochain siècle, eux ont probablement des espérances de vie beaucoup plus longues. Donc globalement, ma génération, elle est du mauvais côté de la barrière, elle ne va pas vivre très longtemps. Nous allons mourir relativement jeunes, mais nos enfants et petits-enfants vont probablement bénéficier, grâce à l'ensemble des nanobiotechnologies, d'espérances de vie beaucoup plus longues. Ouais, enfin c'est une maigre compensation. Je suis ravi que mes enfants vivent plus vieux, mais vous me dites que pour nous c'est plombé. Je n'exclus pas qu'il y ait finalement une certaine aigreur de notre génération de voir que une vie très longue est à portée de main de l'humanité et que nous n'en profiterons pas. Mais vous savez, il y a des gens qui... le cancer, là, dans les 10 ans qui viennent, le cancer. Le cancer, on peut penser qu'il sera bien maîtrisé entre 10 et 15 ans, c'est-à-dire entre 2025 et 2030. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de cancer, mais ça veut dire qu'on arrivera à contrôler le cancer comme aujourd'hui on contrôle le sida par les tri ou les quadrithérapies. Alors, le sida reste une maladie, il vaut bien mieux ne pas avoir un cancer, mais globalement, la thérapeutique empêche les gens de mourir et les gens qui sont atteints du sida ont une espérance de vie quasi normale. On peut penser que dans le cancer, ce sera à la fin de la décennie prochaine le cas.
Cher Bertrand, vous avez des enfants ? Non, pas encore. Alors, bon, vous pouvez vous y mettre dans les prochaines années. Vous allez fabriquer des centenaires. Je suis pas sûr de vouloir ça parce que je pense que la génération de mes enfants, de mes petits enfants, seront pas encore. je pense qu'elles seront aussi sacrifiées à ce niveau-là. Non, vous venez d'entendre Laurent Alexandre. Le temps qu'on mette en place tout ça. Mais Bertrand est déprimé. Il faut une vision plus rose de la société, de l'avenir. Bon anniversaire Bertrand. Et n'oubliez pas, bon anniversaire, nos vœux les plus sincères. Merci que Eric, quelques fleurs vous apportent le bonheur. Attendez, je ne résiste pas à la suite. Que l'année entière vous soit douce et légère. Et que l'an fini, Camille. Tu le connais pas celui-là? Mais enfin, c'est pas possible, tu le connais pas ce chant. J'aime la version anglaise, désolé. Et que l'an fini, nous soyons tous réunis pour chanter en cœur, bon anniversaire. Voilà, tu connais que la version anglaise. Bon, chère Camille, comment est-ce que nous avons réussi à l'emporter ou pas? Bien suspense, mais oui, je tiens à vous le dire. Si c'était très serré, mais vous êtes arrivé à un score de 51%. T'as pris ton petit logiciel avec l'ensemble des SMS, exactement. des votes sur RMC.fr, et voilà, et j'ai fait le total, et vous êtes 51% à dire oui. Pourquoi pas vivre jusqu'à 300 ans finalement? Magnifique. Merci beaucoup Laurent Alexandre. Merci. Vos défis pour les années à venir? Continuer à développer la réflexion autour des conséquences de l'augmentation de la durée de vie que j'ai commencé avec la publication de La mort de la mort, mon bouquin. Et puis à titre personnel, professionnellement, continuer à travailler dans mon centre de séquençage, à mieux comprendre les variants génétiques qui expliquent le cancer pour mieux piloter les chimiothérapies, mieux prédire leur efficacité. C'est mon challenge personnel en tant que séquenceur ADN. Et puis peut-être trouver une alternative au discours des décroissants qui ont aujourd'hui voix au chapitre, quoi. Les OGM c'est pas bien, la recherche c'est pas bien, il faut plus d'éthique et moins de recherche, parce que cela, on les entend tous les jours, cela. Il est clair que si le discours décroissant gagne, nous allons devenir une colonie californienne, parce que c'est là-bas que le futur se construit. Merci, je vous souhaite un très bon week-end, mesdames et messieurs. N'oubliez pas d'aller faire votre devoir citoyen dimanche. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? On a eu le résultat du Brunet-Métrie. Longue vie, oui, longue vie à vous, à vos enfants, à vos cousins, à vos amants, à vos maîtresses, à vos époux et à vos épouses également, bien sûr. Bref, à tout le monde. Allez, dans un instant, c'est les infos. 13h, 14h, c'est Carrément Brunet.